So that's already very interesting. Lots to think about. Second work package of today is short-termism and sustainability. And here we have, again, two new speakers. First, Emmanuel Slutsky from the ULB. And then we also have Karim Shaikh Hassan from CERAC. Bonjour à tout le monde, donc je vais m'exprimer en français, mais les slides à l'écran sont en anglais. Donc permettez-moi tout d'abord de remercier les organisatrices de cet événement pour leur invitation. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous pour réfléchir à ce thème des défis auxquels font face nos systèmes démocratiques. Parmi ces défis, celui que je suis amené à traiter est donc celui du court-termisme démocratique et de l'incapacité qu'auraient nos démocraties à prendre en charge de façon satisfaisante les enjeux de long terme. Notre démocratie souffrirait, pour reprendre l'expression de Pierre Rosanvallon, de myopie démocratique. Elle ne serait pas capable de prendre en temps utile les mesures coûteuses à court terme, mais qui présentent un plus grand nombre de bénéfices à long terme. Alors, ce thème, je vais l'aborder comme juriste de droit public, puisque c'est ma discipline, même si j'essaye d'articuler mon propos à des travaux de sciences politiques ou de théorie politique, et donc je pointerai des pistes peut-être d'articulation entre ces disciplines dans la suite de mes développements. Donc le point de départ, le diagnostic au départ de mon intervention, tient au fait que nos démocraties seraient dans l'incapacité structurellement à traiter les problèmes de long terme. Les pouvoirs publics auraient tendance à favoriser, à envisager les défis de long terme dans une optique à court terme et à donner la priorité aux bénéfices apparaissant à court terme plutôt qu'aux bénéfices futurs et à long terme lorsqu'ils prennent des décisions. Or, cette faveur donnée au présent sur le futur, au court terme sur le long terme, lorsque ces horizons temporels entrent en conflit, entraînerait les politiques publiques déficientes dans ces domaines qui requièrent une vision de long terme, c'est-à-dire dans des domaines qui requièrent une vision qui dépasse un horizon temporel de quelques mois ou quelques années et une stratégie de mise en œuvre soutenue dans le temps. Alors évidemment, le domaine par excellence dans lequel le court-termisme démocratique aurait des conséquences néfastes est celui du changement climatique, tant en ce qui concerne l'atténuation que l'adaptation, mais des enjeux de justice intergénérationnelle sont également au centre des discussions en matière de pension de retraite, par exemple, ou en matière budgétaire. Alors les causes du court-termisme démocratique sont multiples et entremêlées. J'en donne quelques exemples qui sont intimement liés au fonctionnement de nos démocraties. Alors, certaines de ces causes, elles trouvent leur origine dans les principes constitutionnels qui sont au fondement de nos régimes politiques. Un des enjeux des révolutions américaines et françaises à la fin du XVIIIe siècle a été de permettre aux générations actuelles de se gouverner elles-mêmes, libérées des chaînes du passé et de la tradition. Le corollaire en est cependant que les démocraties et les constitutions modernes semblent principalement se préoccuper de l'autonomie des citoyens du présent, celles et ceux qui votent en particulier, plutôt que celles des générations passées ou des générations futures. Or, il semble que la plupart des électrices et des électeurs ne tiennent pas spontanément compte de l'avenir et tentent à privilégier l'immédiat au détriment du futur plus ou moins lointain. Alors, cette préférence s'expliquerait d'une part par l'incertitude, caractère inconnu qu'il peut y avoir quant à ce que sera le futur, ce que seront leurs intérêts futurs ou les intérêts futurs des générations qui les suivent, mais aussi par le fait que les liens entre les générations actuelles et les générations futures peuvent apparaître parfois assez lâches. Et donc, les hommes et les femmes politiques qui voudraient répondre aux préférences des électeurs, de leurs électeurs, telles que celles-ci se manifestent dans les bureaux de vote, devraient eux aussi privilégier les bénéfices à court terme aux bénéfices à long terme dans leur prise de décision. En plus des préférences des citoyennes et des citoyens du présent, nous-mêmes donc, une autre raison du court-termisme démocratique semble découler de la dynamique électorale et de la nécessité pour les gouvernants de se présenter à intervalles réguliers, parfois fort courts, devant les électeurs. Cette pression électorale ne semble en effet pas récompenser les politiques qui ont des effets bénéfiques à long terme, mais entraînent des coûts à court terme. Des résultats visibles obtenus au cours d'une seule législature contribueraient davantage à la réélection des personnes concernées que ceux obtenus sur une période plus longue.
Et donc la pression électorale tendrait structurellement à influencer la prise de décision en faveur de résultats à court terme plutôt qu'à long terme. Alors, cette difficulté serait encore exacerbée par le fait que les cycles électoraux, l'alternance politique, rendrait plus compliqué le maintien dans le temps de certaines politiques publiques, alors que les défis de long terme supposent souvent, pour leur prise en charge, un maintien, une telle cohérence dans le temps des politiques qui sont menées. Donc il y aurait un problème de crédibilité dans le temps des politiques publiques dans les démocraties. Alors en plus de ces raisons, on peut aussi mentionner le rôle du lobbying et des groupes d'intérêt particuliers qui peuvent chercher à influencer les processus décisionnels pour protéger leurs intérêts immédiats au détriment d'intérêts plus diffus, plus lointains, plus incertains, qui trouvent parfois une expression moins grande dans la manière dont les décisions sont prises. On peut penser au lobbying qui a pu jouer l'industrie pétrolière pour empêcher, par exemple, l'adoption de politiques climatiques ambitieuses. Alors, bien sûr, il faudrait sans doute affiner ces différents constats, comprendre la portée exacte de ces différents facteurs, leur interaction éventuelle, mais globalement, il semble possible de considérer qu'il y a une tendance court-termisme dans les systèmes démocratiques et qu'il existe des liens entre cette tendance et la manière dont nos institutions ont été conçues, sont organisées. Or, dans ce contexte, et c'est l'étape suivante de mon raisonnement, on peut se poser la question de savoir quels sont les moyens à la disposition de nos démocraties pour éventuellement surmonter ce biais en faveur du court terme dans la prise de décision publique, alors dans un contexte où les défis environnementaux en particulier ont un caractère presque existentiel pour l'espèce humaine et nécessitent une approche donc de long terme pour leur prise en charge. Or, plus précisément, nos démocraties peuvent-elles se réinventer sur leur plan de leurs institutions pour devenir moins court-termistes ? À cet égard-là, je vais mettre en évidence 3 questions clés qui pourraient être traitées par priorité pour réfléchir à cette thématique. La première question que je souhaiterais mettre en évidence a trait à la possibilité d'identifier dans l'existant de nos institutions, donc de ce qui est déjà là, les ressources qui permettent d'orienter vers plus de long terme la prise de décision publique. En d'autres termes, n'existe-t-il déjà pas au sein de nos démocraties des mécanismes, des institutions, des techniques qui sont aptes à renforcer la prise en compte du long terme dans la prise de décision publique? Et donc l'idée ici, il y a pas mal de discussions et de propositions théoriques, parfois utopiques, qui existent pour, par exemple, organiser une représentation des générations futures ou de la nature dans la prise de décision publique. Elles ont leur mérite, mais donc une autre possibilité, qui n'est pas contradictoire, mais est peut-être de voir dans l'existant ce qui est là et qui peut, le cas échéant, être amplifié pour diminuer les biais court-termisme dans nos institutions. Or, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Parce que je crois qu'il existe en effet déjà différentes techniques, procédures et institutions qui sont de nature à limiter les effets négatifs du court terme dans nos démocraties. Et, par exemple, diverses décisions publiques doivent d'ores et déjà faire l'objet d'analyses d'impact préalables ou d'analyses d'impact environnemental préalablement à leur adoption. Et l'objet de ces analyses est précisément d'identifier les impacts à plus ou moins long terme des mesures qui sont envisagées. Alors, l'aptitude de ces instruments à orienter effectivement le cours de l'action publique dépend notamment du sérieux avec lequel ces analyses sont réalisées, et ce qui, à son tour, est intimement lié au statut juridique de ces instruments, à l'obligation qui est faite, le cas échéant, au pouvoir public de prendre en compte leurs résultats et aux possibilités pour le juge d'intervenir en cas de déficience dans la manière dont ces analyses sont réalisées. Ça, ce sont des exemples de points que la recherche juridique peut venir éclairer, donc pour examiner le statut juridique, par exemple, de ces instruments. Autre exemple d'institutions du long terme qui existent d'ores et déjà dans nos démocraties, ce sont les différentes autorités indépendantes aux fonctions diverses et variées qui ont été créées, qui existent en grand nombre dans toute une série de domaines de politique publique actuels. Or, ces autorités indépendantes, qui ne sont pas soumises à la pression des cycles électoraux, existent par exemple dans le domaine des droits fondamentaux, de l'énergie, des finances publiques, mais aussi dans le domaine climatique. Pensez par exemple aux différents conseils du climat qui sont apparus un peu partout dans le monde ces dernières années. Et une des raisons d'être de la création de ces autorités tient souvent à leur capacité à assurer la crédibilité dans le temps des choix de politique publique. À l'écart des cycles électoraux, elles seraient en mesure, par leur indépendance, de garantir une cohérence dans le temps des politiques qu'elles mettent en œuvre et à garantir dans le temps le maintien des orientations qu'elles adoptent.
Alors là où la recherche en droit peut aider, c'est à comprendre quel est le statut exact de ces autorités, quelles sont leurs attributions, quelle est l'étendue de leur pouvoir, ce qui permet ensuite de comprendre le poids réel qu'elles peuvent avoir dans la prise de décision publique dans nos systèmes démocratiques. Alors, la montée en puissance de ces institutions, de ces outils, de ces techniques, de ces procédures qui permettent d'intégrer davantage de long terme dans la prise de décision publique, et c'est le deuxième enjeu clé que je voudrais ici mettre en évidence, elle pose néanmoins des questions délicates quant à l'évolution qu'ils induisent du point de vue de la forme de nos gouvernements. Un des écueils auxquels la montée en puissance de ces dispositifs se heurte en effet régulièrement est celle de leur caractère technocratique ou aristocratique plutôt que pleinement démocratique. Jusqu'où, en effet, peut-on admettre que dans une démocratie, que des experts ou des juges non élus orientent ou participent à la prise de décision publique au nom, par exemple, du plus grand soin qu'ils auraient vis-à-vis du long terme, par comparaison avec les gouvernements et les parlements. Or, cette question, très large, évidemment, elle appelle à son tour une réflexion sur le sens de la séparation des pouvoirs dans le contexte actuel d'enjeux climatiques presque existentiels auxquels j'ai fait déjà allusion. Elle appelle aussi des travaux, qui existent déjà, mais en théorie politique, sur les différentes acceptions que reçoit le terme de démocratie, étant entendu que certaines théories de la démocratie paraissent a priori plus hospitalières que d'autres pour le développement de ces institutions destinées à favoriser le long terme. Enfin, et c'est mon troisième point, le troisième enjeu que je voudrais mettre en évidence et qui est connexe au deuxième, se pose aussi la question de l'articulation entre justice intragénérationnelle et justice intergénérationnelle qui pourrait devoir être réévaluée à l'aune de l'évolution du fonctionnement de nos institutions. Il peut y avoir en effet des tensions entre une prise en compte croissante des préoccupations du long terme qui seraient plus structurellement inscrites dans nos démocraties avec des questions de justice sociale. Pensons à la question des voitures thermiques, dont l'abandon pose des questions évidentes pour les publics les plus précarisés qui pourraient se trouver les plus affectés par cet abandon, dans un premier temps du moins. Et donc, s'il s'agit d'installer de manière plus durable et plus importante le souci du long terme dans l'architecture de nos institutions, comment faire en sorte que cette installation ne se fasse pas au détriment des vivants, et en particulier des plus précarisés des vivants. Alors, de ce point de vue, il me semble là aussi que la théorie politique et les différentes théories de la justice en particulier offrent des ressources conceptuelles et des repères opportuns qui permettent de structurer la discussion et de réfléchir aux équilibres qui peuvent être atteints. Alors, sur ce, j'en termine et je vous remercie pour votre attention. Karim Sheikh Hassan, je vais juste mettre le petit décor à l'arrière. Ah, t'as une slide, ok. Un peu à la bourre, mais... Entre les 1000 photos de famille. Oui. Il y a moyen par... Vas-y. Enfin... Où est-ce que j'ai mis ça? Ah. Je crois que c'est ça. Oui. Yes. Je te la mets comme ça. Merci. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc, je m'appelle Karim Sheikh Hassan, je suis le directeur adjoint du CERAC. Alors, je vais juste commencer par présenter ce que c'est le CERAC parce que je crois qu'il n'y a pas grand monde qui doit savoir. En fait, on est une nouvelle institution fédérale qui a été créée après les inondations de la vallée de la Vestre. Et on a pour objectif en fait, d'analyser les risques climatiques et environnementaux et du coup de faire des analyses de risques par rapport à ces risques climatiques. Et suite à ces analyses de risques, à les envoyer toute une série de recommandations à toute une série de décideurs politiques et en particulier au Conseil national de sécurité. Donc voilà, c'est notre mandat. Et donc on a pour objectif... En tout cas, on tente d'améliorer la résilience de notre territoire par rapport à ces risques climatiques. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a pour mandat de travailler à moyen et à long terme. Donc l'objectif, c'est vraiment de penser à plutôt 2050 plutôt que de penser à demain. D'où le fait que la question ici est effectivement assez intéressante pour nous. Alors,
par rapport au challenge, et ça revient en fait, ça rejoint un peu notre mandat en tant que tel, c'est de placer la question des risques climatiques effectivement dans une perspective qui dépasse les questions environnementales. Et comme l'a dit Emmanuel Sotsky, en fait, c'est une question qui est purement existentielle et existentielle aussi pour notre territoire en Belgique. Et donc, c'est pas pour rien que, par exemple, la stratégie nationale de sécurité qui a été adoptée il y a maintenant 3 ou 4 ans place la question de la préservation de l'environnement comme étant un des intérêts vitaux pour la Belgique. Or, pour pouvoir préserver cet intérêt vital pour la Belgique, pour lequel on a tendance à croire qu'en fait c'est un enjeu à moyen et à long terme, en fait on doit poser des actes déjà maintenant, si pas hier, que ce soit en termes de politique d'atténuation et donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en termes de politique d'adaptation. Parce que, évidemment, enfin, voilà, je pense que tout le monde le sait ici, mais on aura beau essayer, et c'est pas gagné, mais on aura beau essayer de respecter tous nos engagements en matière climatique, on doit dès maintenant poser toute une série d'actes d'adaptation par rapport à nos infrastructures et par rapport à l'ensemble des secteurs clés pour la Belgique pour faire face aux défis du changement climatique qui se posent dès aujourd'hui et qui se poseront, quoi qu'il arrive, de manière beaucoup plus aiguë dans les prochaines décennies. Et donc ici, on peut déjà dépasser en fait même cette question de court terme, long terme, cet antagonisme, de par le fait que les enjeux du moyen et du long terme posent déjà des défis en termes d'action à très court terme, à savoir en fait, dès aujourd'hui. Alors, par ailleurs, par rapport à la question démocratique, un autre challenge que je vois, c'est la question de la préservation de la confiance envers nos institutions. On le sait, la confiance envers les institutions est un des marqueurs importants et une des conditions importantes pour la stabilité démocratique. Et cette confiance envers les institutions implique, et ça pourrait paraître antagoniste avec ce qui a été dit précédemment, mais elle implique quand même le fait de mettre en place des politiques de long terme. En fait, par exemple, une des dernières études de l'OCDE montre, ou en tout cas ajouter comme indicateur de confiance envers les institutions, la question du fait que les gouvernants et les administrations prennent en compte les intérêts des prochaines générations dans leur action publique. Et donc c'est vrai que ça peut paraître contraire avec l'idée que le fait que les électeurs ont tendance à voter pour plutôt des questions qui ont actuelles ou le court terme, mais cet indicateur est là aussi et il y a des constantes dans les études de l'OCDE qui montrent que en fait, les gens ont plus tendance à croire les institutions lorsque ces institutions mettent en place des actions pour les générations futures. Alors, on peut interroger du coup la cohérence de l'électeur, je vous laisse le faire, mais en tout cas, il y a cet élément-là qui doit être pris en compte. Et forcément, la question des risques climatiques ne peut, et a malheureusement tendance à l'être, mais ne peut pas être sous-estimée dans cette question de la confiance envers les institutions, de par le fait qu'il suffit qu'en fait, on ait 1 ou 2 ou 3 aléas climatiques importants, des événements météorologiques extrêmes, pour que cette confiance puisse être ébranlée de manière extrêmement rapide, de par le fait que les institutions n'ont potentiellement pas anticipé de manière assez adéquate la survenance de cet aléa et les conséquences qui y sont liées. Et donc, par exemple, je peux prendre l'exemple de les inondations de la vallée de la Vestre, justement. Bien, suite à ces inondations, en fait, on a vu que par rapport à toute la question du mécanisme assurantiel, mais qu'en fait, la Wallonie n'était pas particulièrement prête à assumer financièrement la question du remboursement des personnes qui ont été touchées par ces inondations. Parce que les assurances avaient un plafond d'intervention qui était quand même relativement bas, fixé par la loi fédérale, et la région wallonne devait en fait payer la différence. Sauf que le fonds qui était constitué ou qui aurait dû être constitué pour ce faire n'était pas alimenté de manière suffisante. Et donc, les assurances ont dû doubler leur plafond d'intervention et en plus de ça, ont dû prêter à la région, à taux zéro, la différence pour que la région rembourse les habitants. Et aujourd'hui, on se rend compte que si on a une nouvelle inondation, il n'y a rien qui a été fait pour s'adapter à cette question-là. À part le fait d'augmenter le plafond d'intervention des assurances. Et donc, si demain, on a à nouveau une vallée de la Vestre bis,
ce qui est quand même probable. Et ça, ce sont les études qui le montrent, enfin, les projections climatiques qui le montrent. On a ici un problème qui pourrait se poser de la part, enfin, pour les habitants, qui se rendront compte qu'en fait, les institutions n'ont pas mis suffisamment d'importance à gérer cette question climatique. Et du coup, leur confiance pourrait être largement ébranlée, vu qu'il s'agit ici de leur logement, et donc d'une question qui est évidemment essentielle à leurs yeux. Qui m'amène aussi au troisième point, qui est la question de la justice sociale. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien? Bien forcément, en fait, on le voit et on l'a vu d'ailleurs avec les inondations de la vallée de la Vestre, les personnes qui ont été les plus touchées sont les personnes les plus précarisées. Les personnes qui risquent de sortir du schéma assurantiel et qui ne pourraient même plus assurer leurs habitations sont les personnes les plus précarisées. Et donc, on voit aussi que ce sont évidemment aussi les personnes les plus précarisées qui sont susceptibles d'avoir le moins de confiance envers les institutions, de par le fait que ces institutions sont moins à même d'assurer une réponse à leurs besoins. Et donc, si les inégalités environnementales continuent à croître, alors on a un risque aussi à moyen et à long terme par rapport à la confiance envers les institutions, par rapport aussi à d'autres problématiques qui ont été énoncées précédemment, par rapport notamment au populisme. Et donc ici, on a vraiment une question une importance qu'on doit donner à cette question des inégalités environnementales, importance qui n'est, à mon sens, pas encore assez donnée, de par le fait qu'il y a un manque criant d'études qui lie, en fait, et ça me permet de passer à la slide prochaine, et à la troisième question, je vais déjà la tacler du coup. Du coup, il n'y a pas assez d'études qui lient justement la question des aléas spécifiques pour la Belgique et les publics vulnérables, les plus vulnérables à ces aléas-là. Et donc, on a un besoin de pouvoir le faire de manière systématique et de voir, par exemple, pour les questions par exemple, de vagues de chaleur, il faut savoir en fait exactement qui et où habitent les personnes qui pourraient être les plus touchées par rapport à ces vagues de chaleur et quels dispositifs on doit mettre en place pour pouvoir justement les protéger au mieux et mettre en place des politiques d'adaptation pour veiller à ce que ces personnes soient moins touchées que ce qui se passe maintenant. Idem par rapport aux aléas d'inondation, idem par rapport à en fait plus ou moins tous les aléas et les risques climatiques. Donc ce travail de lier public fragilisé et aléas en différenciant chacun de ces aléas est une question qui est fondamentale. Les deux autres questions. Alors la deuxième question, elle est assez égoïste par rapport au CERAC parce que c'est une question qu'on se pose nous et donc je vous la remets ici. Mais c'est en fait comment est-ce qu'on veille à ce que les analyses de risques qu'on est en train de produire soient vraiment effectivement suivies des faits et que toutes les recommandations qu'on fait ne soient pas juste mises dans un tiroir ou qu'on dit juste après 2 ou 3 petits articles de presse ou un petit moment médiatique important qu'en fait il y ait plus de conséquences concrètes à ces recommandations. Et donc comment on fait pour faire en sorte que justement ces recommandations soient suivies des faits et que l'action publique suive concrètement. Et la première question, elle rejoint en fait la question qui a été posée précédemment, donc je rejoins complètement. Mais c'est en fait comment on fait pour que les mécanismes démocratiques qui sont aujourd'hui existants et qui, malheureusement, ne prennent peut-être pas assez en compte la question du long terme, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les questions climatiques et environnementales soient prises au sérieux via en fait, de nouvelles innovations démocratiques ou des nouvelles réflexions institutionnelles qui permettent de vraiment les prendre en considération et faire en sorte que les défis de demain soient déjà pris en compte dès aujourd'hui. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps.